Bonjour, bienvenue sur le plateau de cette émission qui a pour titre Comment augmenter l'attractivité de votre EHPAD. Alors, la période sanitaire que nous vivons depuis plus d'un an et ses conséquences ont impacté nombre d'EHPAD, aussi bien sur le plan sanitaire, ressources humaines et organisation. Or, nous pouvons noter une autre conséquence importante, la baisse du taux d'occupation des établissements en raison notamment de la hausse du nombre de décès liés au Covid. Certains EHPAD, en effet, qui avaient des taux d'occupation proches de 100%, affichent aujourd'hui des taux d'occupation de 80 à 85% pour certains d'entre eux, voire moins. Ainsi, nombre d'EHPAD n'ont plus de liste d'attente et des chambres vides. Lors de la préparation de cette émission, des directeurs d'EHPAD nous ont parlé de la nécessité pour eux d'augmenter donc l'attractivité perçue de leur EHPAD pour attirer de nouveaux résidents. Certains vont nous dire que cette situation est passagère puisque le nombre de personnes âgées va augmenter dans les prochaines années. Nous poserons donc la question à un de nos invités. D'autres nous alertent sur un autre phénomène qui pourrait bien mettre les EHPAD en concurrence, l'apparition d'un nombre de plus en plus important, aussi bien en nombre de solutions qu'en nombre final, de solutions alternatives ou complémentaires aux EHPAD. Si tel est le cas, la nécessité d'augmenter l'attractivité de votre EHPAD va devenir essentielle dans les prochains mois et les prochaines années. Or, les solutions sont nombreuses et durant cette émission, nous allons en parcourir plusieurs qui sont très importantes. Et à la fin de l'émission, vous pourrez découvrir des solutions concrètes pour augmenter l'attractivité de vos EHPAD avec Papy Happy. Et c'est pour ça que je vous suggère de rester attentif jusqu'à la fin de l'émission. Alors, pour échanger sur ces sujets, pour faire un état des lieux de la situation des EHPAD, pour faire le point sur l'importance de l'attractivité d'un EHPAD et redécouvrir des solutions qui puissent exister, nous avons demandé à 4 invités de nous donner leurs avis et opinions. Tout d'abord, Céline Holland, qui est directrice de l'EHPAD Les Séquoias à Florange, en Moselle, qui appartient au groupe SOS Senior. Carlos Gem, qui est le nouveau directeur général France et Iberia du groupe Ascom, que beaucoup d'EHPAD connaissent. Johan Girard, qui est le délégué national des personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge française, qui connaît très bien également ce sujet. Et enfin, Yann Reboulot, qui est le président du groupe Philogéris, qui, vous verrez, qui apporte une vision que je qualifierais d'assez originale et spécifique concernant ce sujet. Enfin, pour nous accompagner tout au long de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir une autre personne qui connaît très bien le sujet des EHPAD, Joachim Tavares, qui est le président de Papy Happy. Bonjour Joachim. Ouais. Peut-être te présenter, parce que ton parcours, je pense, il est intéressant pour la suite de l'émission, et présenter ensuite Papy Happy. Bien sûr, écoute, je vais me présenter. Donc moi, j'ai 43 ans et j'ai débuté ma carrière dans les travaux publics pour ensuite passer dans le médico-social et sanitaire où j'ai pu m'occuper d'un hôpital local où nous avions de l'EHPAD et du sanitaire avec du SSR pour ensuite aller travailler chez Corian où j'ai été directeur d'EHPAD pendant un peu plus de 3 ans et ensuite j'ai dirigé une clinique en SSR pendant un peu plus d'1 an et demi. Et c'est de toute cette expérience que j'ai pu acquérir dans ce secteur d'activité qui m'a donné l'envie et l'ambition de créer Papy Happy. Papy Happy, c'est très simple. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre aux gens, lorsqu'ils sont dans la recherche d'un logement, de leur apporter une information qui se veut la plus transparente possible, avec une réelle éthique, et les accompagner ensuite dans ce conseil, dans la recherche, et qu'ils puissent trouver le bon logement. Et ça permet aussi, et c'est très important, auprès des professionnels de mettre en avant le travail qu'ils peuvent faire au quotidien, qui est souvent décrié à tort. Après, il y a des bons et des mauvais comme partout. Mais l'idée vraiment est de donner la parole et de donner en fait la main aux établissements, de gérer cette fameuse réputation et cette fameuse irréputation en répondant à des avis, en mettant des photos, en donnant la parole à leurs résidents, parce que ce sont eux en fait qui vivent au sein de leur résidence et ce sont eux qui sont le plus à même de répondre à ça. Et Papy Happy a cette vocation et cette volonté de pouvoir aider ce secteur à s'ouvrir au côté extérieur et à donner l'information qui est nécessaire aux gens quand ils cherchent un logement. D'accord. Si j'ai bien compris, Papy Happy, c'est à la fois la possibilité, via un moteur de recherche pour les familles ou les personnes, de trouver une maison de retraite avec un descriptif, une notation, mais c'est aussi un service concrètement où vous pouvez m'accompagner moi pour trouver un logement pour mon proche, mon proche. Ouais, c'est tout à fait ça. Sur le digital, on va référencer un peu plus de 12 000 solutions aujourd'hui. Ça, à l'EHPAD, à l'agence service senior, à l'habitat partagé,
cette forme de logement qui arrive, qui existait comme les béguinages auparavant. Et après, il y a du conseil qui est vraiment destiné aux gens qui sont à la recherche. On va travailler pour eux et on va essayer de faire avec eux cette réflexion et cette démarche pour ensuite aller chercher la bonne solution et après les accompagner aussi dans le changement de lieu-dit, où on va les aider au déménagement, au suivi administratif, parce que souvent cette phase de vie n'est pas très rigolote. Souvent, on n'est pas au courant de tout ce qui peut exister. Donc, on vient effectivement apporter une couche de service, une couche de conseil, une couche d'écoute, parce que c'est très important l'écoute, que ce soit pour les aidants ou pour les seniors, pour qu'à la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que la personne trouve un logement dans lequel elle s'y sente bien, où elle soit entourée et qu'elle n'ait pas effectivement toutes les tracasseries administratives et quotidiennes qui existent lorsqu'on fait un déménagement. Donc, voilà notre vocation, et c'est une vocation qui veut être nationale, voire européenne, dans les futures années pour Papy Happy. Oui, il y a quelque chose qui m'a intrigué quand je t'ai vu apparaître. Quand j'ai vu Papy Happy apparaître il y a quelques années, je me suis dit, bon, bref, encore un moteur de recherche, il y en existe plein. Et puis au final, tu as réussi à t'imposer comme le principal dans ta catégorie. Comment est-ce que tu as fait pour t'imposer comme ça alors qu'il y avait déjà plein d'annuaires qui existaient? Bah, je pense que tout d'abord, la première chose, c'est qu'il existait beaucoup d'annuaires qui existent depuis longtemps. Et je pense que longtemps fait qu'ils n'ont peut-être pas su se réinventer et ils n'ont pas su suivre les modes de consommation actuels. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu cherches un voyage, quand tu cherches une maison, une voiture ou une chemise, beaucoup vont regarder sur Internet ce qui peut se passer. Et dans certaines activités, dans le logement senior, il y avait plein d'annuaires qui existaient, sauf qu'il n'y en avait aucun qui avait pris le parti de donner la parole aux gens, aucun n'a pris le parti de les comparer, de dire il y en a un meilleur que l'autre. Et nous, quand on est arrivé, il y a 5 ans, on nous a pris un peu pour des fous au début en nous disant personne ne jouera le jeu en fait, parce que c'est pas dans la coutume et les cultures de ce secteur d'activité. Par contre, on s'est rendu compte que au fur et à mesure du temps, les gens en fait ça les intéresse et ce qui est logique en soi, c'est-à-dire que quand tu vas choisir un logement, bien évidemment que tu vas les comparer, bien évidemment que tu vas regarder ce que disent les résidents, les salariés, les familles. Et au fur et à mesure du temps, au bout ça fait plus de 5 ans que Papy Happy existe, et ben, les gens se sont rendus compte qu'il y a un réel intérêt pour l'établissement pour montrer ce qu'il fait et aussi un réel intérêt pour la personne. Et c'est ça qui nous différencie des autres, c'est qu'on est, tout d'abord, on référencie l'ensemble de ce qui peut exister et après, on se mouille en fait. C'est-à-dire qu'on est capable de critiquer un établissement positivement ou négativement, mais tout ça dans un aspect bienveillant pour la profession, parce que l'idée, c'est pas de dézinguer la profession. Moi, j'étais directeur, je sais ce qu'il en est, mais c'est voilà, d'être aussi un outil d'amélioration en termes de qualité, permettant aux gens et aux établissements de voir ce retour-là et de se dire, effectivement, il y a peut-être des points sur lesquels on est défaillant, parce qu'il y a des gens qui le disent, parce que par rapport à ce qui se passe ailleurs, on n'est pas bon, et dans ce cas-là, faisons en sorte de nous améliorer. Et je pense que c'est ce côté-là, effectivement, qui a plu, que ce soit dans notre intégration dans le microcosme de la Silvereco, mais aussi ce qui a plu aussi à nos clients, usagers, personnels, qui se rendent compte qu'effectivement, ce que nous donnons comme information est une information qui est réelle, qui est transparente et qui est récente. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que typiquement, des photos sur le site, ce sont des photos récentes. Les avis sont des avis récents, les descriptions sont des descriptions récentes. Mais en fait, finalement, on applique ce qui peut exister ailleurs. On va parler des bookings ou des fois on nous compare à TripAdvisor. Mais c'est ça, en fait. L'idée, c'est vraiment ça, mais d'apporter encore une fois un côté très éthique et bienveillant auprès des personnes qui vont sur le site. D'accord. Donc, pour l'émission, on est parti d'un postulat qu'il y avait une baisse du taux d'occupation dans certains EHPAD liés au décès lié au Covid. Quelle est ta vision? Est-ce que déjà ce postulat, pour toi, il est vrai? Oui, alors il est vrai, mais je pense que plus précisément, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé, ce qui se passe encore à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, le Covid a modifié la façon d'appréhender le changement de domicile et surtout a fait que pendant bientôt un an et demi, les gens ne sortent plus de chez eux. Alors là, je parle des seniors, bien évidemment, mais voilà, ils ont pris le temps. Donc, il y a eu effectivement des décès en EHPAD, ce qui est logique en soi, parce que les populations fragilisées, et lorsqu'il y a une épidémie, qu'elle soit de la grippe, et là c'était la Covid, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils sont partis les premiers. Mais ça, c'est l'histoire de la vie. Et après, oui, effectivement, les gens ne sortant pas de chez eux, se disant on va attendre
fait qu'effectivement, ces fameuses listes d'attente, si longtemps décriées, n'existent quasiment plus dans certains établissements, dans certains coins en France, parce que les gens ne sont plus sortis de chez eux. Donc, oui, ça fait qu'effectivement, malheureusement, les décès qui sont arrivés là ne sont pas remplacés par les nouveaux arrivés parce que les gens n'ont pas pris encore la décision de quitter leur domicile. Et la situation a fait aussi que les gens prennent le temps, beaucoup plus maintenant, de la réflexion et de la comparaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on le voit avec les gens qu'on accompagne, il y a une réflexion qui se compte en nombre de mois. On va regarder ce qui peut se passer ailleurs, on peut regarder effectivement quels sont l'intérêt d'aller en maison de retraite, quels sont aussi les inconvénients de vivre en collectivité. Et tout ça fait durer la réflexion, fait durer la prise de décision. Et effectivement, ce temps-là impacte les établissements parce que ces gens-là vont mettre du temps à venir en établissement. Par contre, quand ils viennent, ils sont déjà plus décidés et ils arrivent en ayant déjà un petit peu comparé ce qu'il existe. Et donc, c'est peut-être plus facile après pour le directeur, mais ce qui est plus compliqué aujourd'hui pour les établissements, c'est d'aller chercher les gens parce que les gens, effectivement, ne vont pas faire comme ils ont pu faire auparavant et se décider très rapidement. Donc, ça a changé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a quand même pas mal d'établissements, pas tous, bien évidemment, mais il y a des établissements, effectivement, dans des coins géographiques qui ont du mal, effectivement, à remplir leurs établissements. Non pas que la qualité ne soit pas là, mais parce que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient le temps de la réflexion et que, surtout, d'autres formes d'habitat existent. Ils sont en train de sortir de terre. Et ce qui fait qu'effectivement, par rapport à ce qu'il y avait il y a 15 ans, aujourd'hui, il n'y a pas qu'un EHPAD, il y a plein d'autres choses. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait qu'effectivement, les TO ont baissé et que les établissements doivent réfléchir à renouveler leur communication et l'image qu'ils ont auprès des seniors et des familles afin de les attirer et de leur expliquer ce qu'ils font. D'accord. Donc, nous allons avoir 4 témoignages dans cette émission. Le premier témoignage, c'est le témoignage de Céline Holland, qui est directrice, je disais, de l'EHPAD Les Séquoias, qui est à Florange, en Moselle, pour ceux qui connaissent, du groupe SOS Senior, qui va nous parler de l'importance de l'alimentation, de la restauration comme facteur pour augmenter l'attractivité d'un EHPAD. Et nous nous retrouvons juste après avec Joachim. Ainsi, nous allons parler du rôle de la restauration comme facteur permettant d'augmenter l'attractivité des EHPAD avec Céline Holland, qui est la directrice de l'EHPAD du groupe SOS Senior, les Séquoias à Florange. Bonjour. Bonjour. Peut-être présenter, si vous souhaitez, présenter votre EHPAD et ensuite on répondra à la question. Oui. Alors, l'EHPAD Les Séquoias de Florange fait partie du groupe SOS qui a d'autres EHPAD dans le secteur et dans toute la France. Et cet EHPAD compte 64 habitants, dont 10 habitants qui sont en unité de vie protégée. Et déjà, pour répondre à votre première question, on ne parle pas ici de résidents, on parle d'habitants. Habitants, qui vient du verbe habiter, ça veut dire apporter la vie, avoir de la vie. Nous avons des habitants qui sont chez eux et c'est nous qui sommes les intrus. Donc, tout part déjà de là. D'accord, ça c'est la base. Maintenant, la question, en quoi est-ce que, depuis votre point de vue, la restauration, l'alimentation permet d'augmenter l'attractivité de l'EHPAD aux yeux de la famille, aux yeux de la société, aux yeux de l'environnement de l'EHPAD? Parce que de tout temps, l'alimentation est quelque chose qui est associé au plaisir. Et pendant longtemps, pour une personne âgée, l'alimentation n'a plus été un plaisir parce qu'on a des problèmes de diabète, on a des problèmes de cholestérol, on a des problèmes de dents, on a des problèmes d'estomac. Et du coup, la société dictait un certain type d'alimentation. Aujourd'hui, les EHPAD sont là pour retrouver cette alimentation plaisir pour nos habitants. Pour donner un exemple extrêmement pratico-pratique, une personne âgée qui a 95 ans a du diabète. Ce n'est pas parce qu'on va lui enlever son morceau de chocolat quotidien que ça va aller mieux. Donc, on est aujourd'hui vraiment sur une alimentation plaisir où ce sont les habitants qui décident ce qu'ils veulent manger. On a différentes régions. Dans notre région, c'est beaucoup de pommes de terre, c'est beaucoup de viande. Dans une autre région, c'est beaucoup de pâtes. Le secteur de Florange est bien connu par les Italiens, donc on fait énormément de pâtes, énormément de pizzas. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'alimentation plaisir qu'on va privilégier. Ça passe aussi, bien évidemment, par les textures modifiées, puisqu'on a quand même pas mal d'habitants qui ont des problèmes de dents ou des problèmes de déglutition. Et dans ce cas, on passe sur de l'alimentation, comme on dit, mixée ou moulinée. Et encore, il y a encore quelques années, souvent le mixé et le mouliné, c'était purée et jambon.
Aujourd'hui, nos cuisiniers sont formés à des textures spécifiques. Ils sont capables de vous faire une texture modifiée sur une choucroute, sur un couscous, sur une salade de tomates, sur une salade verte, où le goût et toutes les saveurs vont être là pour quelqu'un qui, malheureusement, n'a plus la capacité, comme vous et moi, vraiment de mâcher et de déglutir. On est vraiment sur l'alimentation plaisir. À partir de là, c'est vrai qu'on a une famille ou un habitant qui est certain que dans cette structure, il va continuer à avoir cette alimentation plaisir, qu'il ne va pas être puni, qu'il ne va pas être contraint. C'est clair que c'est une attractivité pour un EHPAD, bien sûr. D'accord. Comment est-ce qu'on allie l'alimentation, le plaisir de l'alimentation et l'augmentation des différents états de santé, en fait, des différentes pathologies des résidents? Alors, c'est toute une organisation au sein de cette structure. On fait ce qu'on appelle un comité alimentation-nutrition tous les mois où on passe chaque résident en revue. Au niveau de son poids, au niveau de son aspect dénutrition, il faut savoir qu'une personne qui est en surpoids peut très bien être dénutrie, parce que les dénutris, en fait, c'est des protéines. Et tout s'enchaîne. Quelqu'un qui va être dénutri en protéines va perdre de la force, va perdre de la masse musculaire, ne va plus faire du sport. Donc, du coup, cette personne va moins dormir, devra avoir des somnifères, va être anxieuse, va avoir des anxiolytiques. Tout ça est vraiment très, très, très lié pour avoir une diminution des médicaments et en même temps une augmentation des protéines. Et c'est pour ça que l'état de santé de nos habitants est vraiment évalué tous les mois pour qu'on revoie après cet aspect protéines qui est très important. L'alimentation va être la même pour tous les habitants. Par contre, on va rajouter des protéines pour certains habitants qui sont dits dénutris. Et en même temps, on va également avoir l'aspect physique et effectivement les diminutions des médicaments. Un résident qui est heureux quand il mange est un résident qui ne déprime pas. Ça veut dire que les cuisiniers ou les chefs cuisiniers doivent apprendre, doivent être formés un peu plus pour pouvoir s'adapter, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Être un cuisinier de collectivité EHPAD n'est pas du tout la même chose qu'être un cuisinier 4 étoiles, être un cuisinier ou en restauration pour des enfants. La spécificité de la personne âgée s'apprend et nos cuisiniers l'apprennent en apport de protéines et, comme je disais tout à l'heure, au niveau des textures modifiées pour pouvoir que cette alimentation plaisir reste. Mais ça, effectivement, c'est un métier spécifique. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous communiquez à l'extérieur en direction des familles? Comment les repas sont préparés et comment est-ce que vous communiquez à destination des familles? Alors, on a plusieurs commissions par an. Déjà, on a des commissions, ce qu'on appelle des commissions repas, qui sont ouvertes à nos habitants, sur lesquelles ils s'expriment sur les repas ou sur leur service, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'ils voudraient. Et on a ça à peu près tous les 3 ou 4 mois. À cette issue, on fait un compte rendu que l'on envoie également aux familles. Et on a également plusieurs secteurs de communication au sein de la structure où l'on demande aux habitants, effectivement, de nous dire ce qu'ils en pensent. Et après, dans nos réunions avec les familles, on parle de ces commissions animation, on parle de ces commissions repas. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, le meilleur écho qu'une famille peut avoir, c'est ce que son habitant mange et comment il va le faire ressortir. Et effectivement, sur une notoriété d'EHPAD, on le voit bien, entre les EHPAD qui ont leur propre cuisinier salarié et puis les EHPAD qui font appel à de la restauration collective. La différence, elle est énorme. Parce que là, on est toujours sur l'alimentation plaisir, c'est-à-dire que dès le matin, à 10h30, ça sent la choucroute dans l'établissement, ou ça sent le couscous, ou ça sent le ragoût. Alors qu'une restauration collective avec un plateau qui arrive, ce n'est pas du tout la même chose, c'est un aspect hospitalier. Vous êtes à l'hôpital, vous comme moi, on a ce fameux plateau repas. Le plateau repas va renvoyer à l'idée de l'hôpital, ce qui n'est pas du tout le but d'un EHPAD. Pour les nouveaux habitants, ceux qui arrivent, l'aspect restauration, c'est un élément, c'est un critère de choix de l'EHPAD, si on tentait qu'on puisse choisir son EHPAD. Oui, c'est un critère de choix. Quand on fait des visites d'établissement, ce que retiennent souvent nos habitants, nos familles, c'est la salle à manger, c'est-à-dire l'univers de la salle à manger, comment ils peuvent s'imaginer dedans, que ce ne soit pas une cantine, et effectivement, les repas. Est-ce qu'ils sont faits par un chef qui est bon, tout simplement? Donc ça, on le met vraiment en avant parce qu'on a de la chance d'avoir des cuisiniers qui sont très, très bons, qui suivent souvent de très grands restaurants. Et à un moment donné, il faut également les mettre en avant. Et on les met en avant par le biais de concours, on les met en avant par le biais de certaines semaines, comme la semaine du goût, où ils vont faire vraiment des repas fantastiques. On a des cuisiniers vraiment qui sont très, très, très bons. Et effectivement, on le met en avant, bien sûr. Super, merci beaucoup. Merci Céline Holland. Je rappelle que vous êtes directrice de l'EHPAD du groupe SOS Senior, les Séquoias à Florange. Merci beaucoup. Merci à vous.
Nous sommes de retour avec Joachim Tavares, qui est le président de Papi Happy. Joachim, première question, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'intervention de Céline? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup apprécié, effectivement, c'est de prendre en considération la nutrition, l'alimentation comme un plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore 10-15 ans, la qualité de restauration des EHPAD qui était plus proche de la cantine que de la restauration d'un vrai restaurant. Et il y a eu un énorme travail de fait là-dessus. Et ça, on peut que se réjouir de cela. On en parle peu, je trouve que c'est dommage, parce que quand elle parle effectivement de la technicité des cuisiniers en EHPAD, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des vrais cuisiniers, comme un restaurateur peut le faire, mais ils ont appris et ils apprennent, et il y a un côté formation qui a pris le pas énormément depuis quelques années, où ils vont travailler effectivement les aliments pour du mixer, pour de le hacher, pour des gens qui ont des difficultés à manger. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. La qualité de restauration, on parle aussi de la salle à manger, de la décoration, du dressage de table. Et c'est des points qu'on a améliorés depuis quelques années et on a beaucoup d'établissements, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, ont travaillé là-dessus. Et je trouve ça super et fantastique pour les résidents parce que maintenant, on parle d'un restaurant. Donc, ils vont à table, ils s'assoient à table, on va les servir à table. Et ce plaisir de bouche est quelque chose, effectivement, qui nous suit toute notre vie, depuis enfants, adultes et personnes âgées. Et c'est des choses que je pense, par le passé, on a pu omettre pour des soucis économiques parce qu'on n'a pas fait attention comme on devait le faire à nos seniors. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, c'est hyper important parce que c'est un des plaisirs qui reste encore à nos aînés, c'est la table en fait. Et si celle-ci, effectivement, n'est pas de qualité et n'est pas faite, je trouve ça hyper intéressant de se dire que, en fonction de là où on est, effectivement, on va accentuer. Dans le nord, ce sera peut-être plus des patates, dans le sud, ce sera peut-être plus des fruits. De donner aux gens ce qu'ils ont pu manger toute leur vie, et moi, je trouve ça fantastique. Et je pense qu'il faut accentuer là-dessus parce que pour nos aînés, encore une fois, c'est un des derniers plaisirs qu'ils ont en fait. Moi, il y a un autre point qui m'a intéressé dans son intervention, c'est comme plus qu'on parle de l'attractivité des EHPAD, c'est qu'il faut quand même quelque part communiquer auprès de la famille. Et elle dit en fait que les familles sont informées de ce que leurs parents peuvent manger. Oui, mais on en revient toujours au même, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu peur de montrer ce que l'on fait, je trouve. Et c'est bien de le montrer aux familles, mais je trouve qu'il est encore le plus important, c'est de le montrer aux autres, en fait. Et de le montrer effectivement aux futurs résidents, aux futures familles. Et je trouve qu'aussi, c'est une question de mettre en avant aussi ces équipes de cuisine, parce que, comme le disait Céline, ces équipes, effectivement, sont brillantes, travaillent bien, mais je trouve que c'est encore plus important de le montrer. Et on en revient toujours, mais quand tu regardes les sites, on peut parler du Guide Michelin ou d'autres sites comme ça, ou du Petit Futé, lorsqu'on parle d'un restaurant, effectivement, on met en avant le cuisinier, sa restauration. Et c'est des choses qu'on n'a pas encore fait en établissement, en fait. C'est quand même dommage d'avoir un super chef cuistot, d'avoir des belles assiettes, que les résidents soient contents et les familles, et de ne pas le dire aux autres. Et c'est pour ça, encore une fois, que nous, Papi Happy, on a un autre critère qui est effectivement ce critère de restauration, parce que c'est un critère qui est primordial. Et ce qui est dommage et dommageable pour la résidence, c'est de ne pas en fait le montrer, de mettre des photos, de donner la parole aux gens et de dire bah, chez nous, on mange bien parce que quelqu'un prépare à manger. On parlait tout à l'heure effectivement du fait de faire la restauration au sein de la résidence. Et les odeurs sont hyper importantes. Elle parle de l'odeur de choucroute le matin. C'est sûr que c'est génial pour un papy, pour une petite mamie qui, étant un peu plus jeune, elle-même cuisinée, et bah, de sentir ça le matin dans les couloirs, bah, c'est super en fait. On est vraiment à la maison là. Effectivement, et là, tout côté habitant prend, je pense, son sens. On est à la maison. Donc, quand on est à la maison, quand on cuisine le midi ou le soir, bah, ça se sent dans la maison, ça sent bon. Et ça, c'est hyper important. Mais je pense que ce qui manque vraiment, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. Et au contraire, ce n'est pas de la prétention de dire bah, nous, chez nous, on fait ça, et donc de le montrer. Et je trouve que ça, c'est vraiment très important. Et pour moi, il faut le faire parce que c'est bien de montrer aux gens qu'à côté de chez eux, il y a ça qui existe en fait. Autre sujet, autre champ des possibilités pour augmenter l'attractivité d'un EHPAD, les technologies, et alors là, leur très large champ d'application, aussi bien pour les ressources humaines, pour les familles, pour les résidents, pour la sécurité, pour la liberté. Et c'est pour cela que nous avons demandé à quelqu'un qui connaît très bien le sujet, le nouveau PDG, le nouveau directeur général d'Ascom, France et Iberia,
Carlos Gem, qui nous a donné son avis sur les technologies existantes et sur les orientations des nouvelles technologies pour les prochaines années. Nous écoutons Carlos et nous revenons avec Joachim juste après. Nous allons répondre à la question comment les technologies peuvent améliorer l'attractivité des EHPAD avec Carlos Gem, qui est le directeur général d'Ascom France. Bonjour. Bonjour. Peut-être déjà présenter si vous le souhaitez, puis présenter Ascom France. Eh bien, en fait, je suis directeur général d'Ascom France, Espagne et Portugal, parce qu'en fait, la France gère la péninsule ibérique également. Ascom est une entreprise suisse qui a plus de 100 ans, qui a eu différentes activités, qui aujourd'hui est concentrée sur trois activités principales en termes de technologie. La partie infrastructure, donc appel malade, gestion des systèmes antifugues et de géolocalisation. La partie mobilité, donc avec des terminaux professionnels par activité. Donc, ça va du DECT endurci au vrai smartphone professionnel extrêmement plutôt performant et moderne. Et on a la partie logicielle. Donc ça, c'est la partie logicielle, donc c'est-à-dire on a des systèmes de centralisation d'alarmes, de géolocalisation. Donc ça, c'est pour la partie santé et industrie. Et on est dans le domaine de la santé. Et on verra qu'Ascom a beaucoup muté dans le monde de la santé, même si on garde une partie industrie. C'est la volonté stratégique de l'entreprise d'aller dans la santé. On a des logiciels spécifiques pour le monde des maisons de retraite et pour le monde de l'hôpital privé ou public. Voilà. Et en France, on a une position forte, en particulier dans le monde des maisons de retraite. Alors, depuis votre point de vue, en quoi est-ce que la technologie peut-elle augmenter l'attractivité des EHPAD? Alors, on sait que aujourd'hui, on est face à une équation pour les EHPAD extrêmement difficile à résoudre, c'est-à-dire que il faut amener du confort et de la transparence, tout en mettant en place des solutions technologiques qui permettent de suivre de façon le moins visible possible les patients et de monitorer leurs paramètres physiologiques et leur apporter une certaine forme de sécurité. Ça, c'est la première chose. Et on sait également que 90% des Français souhaitent vieillir et mourir à domicile. Donc, il faut augmenter l'attractivité des EHPAD en apportant ce confort, cette agilité qu'ils ont dans leur domicile et le lien social au sein des EHPAD. Et la technologie permet cela. Avec différents moyens. On évoquait au préalable les solutions qui permettent de maintenir du lien social. Il y a un de nos partenaires qui s'appelle La Vitre, où vous installez une vitre, une plateforme donc, qui représente, en fait, qui est la taille d'une porte. C'est un écran numérique avec une taille de porte. Dedans, vous avez différentes caméras qui permettent si vous mettez la même chose chez vos proches, de créer une porte virtuelle, elle existe, mais de créer une porte où vous frappez, on vous ouvre la porte et vous êtes dans le salon de votre famille tout en étant dans votre EHPAD. Donc, on n'est pas dans l'inconfort d'une discussion par WhatsApp. On voit ces petits-enfants, ces enfants vivre et vous êtes dans votre EHPAD et vous avez l'environnement confortable et médicalisé dont vous avez besoin. Donc, c'est une technologie qui est assez peu coûteuse finalement, qui est transparente et qui amène ce confort social. Les autres solutions qui sont des solutions Ascom, c'est justement de permettre de monitorer le patient de façon quasi transparente, de monitorer les paramètres physiologiques, passer par des passerelles digitales Ascom, où le patient est de façon totalement transparente pour lui et en sécurité, parce que s'il y a un paramètre physiologique qui se dégrade ou si, par exemple, il tombe et il y a une perte de verticalité, ou quoi qu'il arrive, il y aura une réaction du personnel soignant de l'EHPAD
pour venir l'aider. Un exemple, alors je fais un parallèle sur ce qui existe sur un retour d'expérience en dehors du monde de l'EHPAD. Lorsque vous avez un accident cardiaque, une syncope par exemple dans la rue, vous avez votre taux de survie est de 75%. Lorsque vous avez le même incident à l'hôpital, dans un lit de médecine ou de chirurgie, vous êtes dans une chambre individuelle, votre taux de survie est 30%. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes dans la rue, vous avez des passants qui peuvent réagir, appeler le SAMU et intervenir, trouver un défibrillateur. Lorsque vous êtes enfermé dans votre lit d'hôpital, si l'infirmier ne vient pas, et si vous n'avez pas le réflexe, parce que votre mal ne vous permet pas d'appuyer sur l'appel malade, vous n'êtes pas aidé. L'objectif, c'est de garder cette proximité, cette visibilité technologique auprès des soignants en mettant à disposition des résidents ou des clients des solutions au poignet ou d'autres solutions technologiques qui permettent de monitorer le patient, enfin le soignant ou le client, et d'alerter les soignants en cas de besoin. Voilà. Donc, finalement, on voit que le résident, en faisant le choix d'aller dans un EHPAD, il conserve, à travers ces outils numériques, une relation extrêmement confortable, sociale avec ses proches, il suffit de le vouloir, et d'avoir une sécurité en ayant des soignants à proximité, en étant équipé de technologies invisibles qui lui permet de vivre sa vie de façon la plus normale possible. Voilà. Merci beaucoup. Je retiens sécurité, transparence, lien social. Merci beaucoup, Carlos Gem. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Ascom France, Portugal et Espagne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes de retour avec Joachim, qui est le président de Papy Happy. Joachim, même question. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'as-tu retenu dans ce qu'a dit Carlos Gem? Écoute, ce que j'ai beaucoup apprécié et je trouve ça hyper pertinent, c'est d'expliquer effectivement que la technologie apporte effectivement ce maintien social. Souvent, on confronte effectivement la nouvelle technologie à cette rupture entre l'être humain et un ordinateur. Et là, effectivement, le fait d'expliquer leur technologie de miroir, expliquer qu'effectivement, l'apport de techno apporte effectivement du confort, de la proximité, et ça permet aussi d'avoir une visibilité pour les soignants quand ils sont loin. Et ça permet aussi d'intervenir plus rapidement. Et je pense qu'effectivement, à aujourd'hui, parfois le personnel peut faire défaut, parfois le personnel peut être fatigué parce que les gens qui entrent en EHPAD, ce sont des gens qui sont âgés, ce sont des gens qui ont besoin de soins. Et cet apport technologique, et aujourd'hui on a quand même une technologie quand même très en pointe, qui permet aux gens de les soulager sur certains points et qui leur laisse du temps ensuite pour s'occuper des gens. Et le côté humain, l'écoute, l'échange avec le résident peut se faire peut-être plus facilement quand les technologies peuvent remplacer des gestes courants du quotidien. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est ce que font beaucoup d'EHPAD aujourd'hui, c'est d'installer de l'appareillage pour mesurer les chutes, de l'appareillage de soins pour mesurer les constantes, qui va libérer du temps à une aide-soignante, qui va libérer du temps à une infirmière et qui prendra le temps de donner, pas mieux les médicaments, mais de les donner en expliquant, en échangeant avec les gens. Et c'est ce qu'ils veulent en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du lien social et des discussions. Donc, je trouve que le complément, effectivement, de nouvelles technologies, comme l'a pu expliquer Carlos, et le côté humain, peuvent s'associer les deux. Et le gagnant dans tout ça, c'est le résident. Est-ce que tu notes, comme moi, depuis quelques années, une augmentation des solutions technologiques qui sont proposées, et je trouve un large champ d'application, de différents domaines d'application des technologies dans les EHPAD? Tout à fait. Je vais faire mon vieux, mais j'étais directeur d'EHPAD ça va bientôt faire 10 ans. Et il y a 10 ans, on n'avait pas tout ça. Il y avait les DECT, il y avait les appels malades, mais grosso modo, ça s'arrêtait là.
Et à l'heure actuelle, tu as plein de choses qui se sont mises en place et des choses qui deviennent, intelligence artificielle, qui deviennent effectivement hyper commodes, pratiques et faciles d'utilisation, que ce soit pour le résident, mais aussi pour le salarié. Et donc, oui, tout ça ne vient qu'apporter une couche de confort et d'agilité pour les salariés de l'établissement et qui donne aussi, je pense, de la sérénité aux résidents qui peut vivre sa vie. Et c'est la conclusion de Carlos qui explique effectivement vivre sa vie en établissement peut être permis grâce à ça. Et je trouve que c'est une très belle conclusion. Et ça permet, oui, de mieux vivre et de vivre de façon plus apaisée, tranquille, que ce soit aussi un peu pour le salarié, mais beaucoup pour le résident. Alors, Carlos, ce qui est intéressant, et ça va faire le lien avec le prochain invité, Carlos, il parle du lien entre technologie et soulager le personnel, donc quelque part technologie et ressources humaines. Et dans notre invité suivant, qui est Johan Girard, qui est le délégué national personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge française, lui, il va nous parler de l'importance de la gestion des ressources humaines dans l'attractivité d'un EHPAD, pour augmenter l'attractivité d'un EHPAD. Et on l'écoute et on se retrouve avec Joachim juste après. Nous allons parler du rôle des ressources humaines pour augmenter l'attractivité des EHPAD avec Johan Girard, qui est le délégué national personnes âgées et domicile pour le groupe La Croix-Rouge. Bonjour Johan. Bonjour Frédéric. Peut-être pouvons-nous commencer par expliquer quelles sont les activités de la Croix-Rouge dans le secteur des EHPAD. Bien sûr. Alors, dans le secteur du grand âge, mais puisque la Croix-Rouge française, dans sa filière, enfin sa délégation personnes âgées et domicile, se compose de 35 EHPAD en métropole et outre-mer, puisque nous avons aussi des structures à l'île de la Réunion et en Nouvelle-Calédonie. Nous avons 32 services de soins infirmiers à domicile et 14 centres de santé infirmiers. Donc ça, c'est pour la filière dédiée médico-sociale, mais évidemment, l'enjeu dans l'accompagnement des personnes âgées, c'est leur parcours. Donc, on a aussi de l'accompagnement des personnes âgées dans la filière sanitaire à travers les HAD, les SSR ou dans d'autres activités PHV, notamment les personnes handicapées vieillissantes. D'accord. Pour toi, comment est-ce que le rôle des ressources humaines peut augmenter l'attractivité des EHPAD? Écoutez, ça fait un moment que le sujet déjà de l'attractivité des métiers au sein des EHPAD est un sujet et donc par ricochet peut avoir un impact sur l'attractivité des EHPAD pour les bénéficiaires, les personnes âgées, les aidants. Comme vous le savez, enfin comme tu le sais Frédéric et chers auditeurs, comme vous le savez, il y a eu un rapport en 2019 qui a été remis par Mariam El Khomri à la ministre sur toutes les problématiques inhérentes à l'attractivité des métiers. J'étais moi-même membre dans l'élaboration de ce rapport. Il y a eu un grand nombre de constats et de propositions et il ressort évidemment plusieurs facteurs. Alors, ce qui me semble important à prendre en compte, c'est de se dire que, et la crise l'a d'autant plus montré, c'est que pour être attractif pour des personnes âgées au sein d'une structure, bien sûr qu'il va falloir changer l'image de ces établissements, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quoi? Que ce soit la personne âgée ou que ce soit éventuellement son aidant. Ils attendent une sécurité, sinon ils resteraient à domicile. Ils attendent une qualité de prise en soin dans les actes de soins. Ils attendent une qualité de restauration pour pouvoir retrouver un apport nutritionnel, mais aussi un apport de plaisir au moment du repas. Ils attendent de l'écoute, de la bienveillance, bref, tout un contexte pour se réaliser jusqu'au bout de sa vie et être le mieux possible malgré la perte d'autonomie. Or, qui s'occupe de tout cela? L'écosystème complet de l'EHPAD, mais globalement, qui est au quotidien dans l'accompagnement des personnes? Les ressources humaines, les aides-soignants, les infirmiers, bien sûr les agents de service, les équipes administratives, mais au quotidien, sur parfois des amplitudes horaires de 12 heures, les aides-soignants, les infirmiers. Et à ce jour, il est certain que le secteur est entaché par une problématique d'attractivité de ces métiers, et donc, par conséquent, avec des problèmes d'effectifs, et donc, parfois des dégradations en termes de qualité de service rendu aux personnes, et donc un problème d'attractivité des EHPAD. Évidemment, malheureusement, la crise sanitaire a entraîné des décès
photo parfois, une augmentation de décès par rapport à une période dite classique de ce qu'on appelle la durée moyenne de séjour, qui renforce évidemment des problématiques d'occupation des sites, bien que depuis, on va dire là, le deuxième trimestre 2021, les choses remontent à la hausse, mais voilà, c'est tout le secteur, aussi bien public, privé commercial, privé associatif, qui en est touché. Donc, la réponse à cela, s'il doit y avoir une réponse ou une réflexion, c'est comment on va pouvoir effectivement renforcer l'attractivité des métiers, la qualité de réalisation des conditions d'épanouissement professionnel pour maintenir une stabilité dans les effectifs qui sera source derrière d'attractivité de nos structures. Voilà le premier élément. Alors après, on va pouvoir échanger ensemble, si tu veux bien, Frédéric, sur quelques modalités peut-être, mais voilà les éléments en tout cas où il y a un lien évidemment de cause à effet entre problématiques RH, attractivité des structures. D'accord. Tu peux donner des exemples, comment ça peut se mettre en place dans les EHPAD? Bien sûr. Alors, il y a un élément, enfin, je pense qu'il y a différents degrés de responsabilité ou d'action à mener. Il y a un niveau macro qui est politique publique, évidemment. On le voit, on attend la loi depuis si longtemps, elle devait être annoncée, elle ne sort pas. Est-ce qu'elle sera reportée sur le prochain mandat présidentiel? L'avenir nous le dira. Toujours est-il qu'un des constats, au-delà du plan Ségur qui a été une reconnaissance financière des activités de soignants, accélérée par la crise sanitaire, il y a une problématique de ratio d'encadrement. Comment assurer une écoute active des personnes âgées, une personnalisation des prestations, un accompagnement individualisé avec des ratios d'encadrement à flux tendu en permanence, donc des sous-dotations de professionnels. Évidemment qu'il y a eu une convergence tarifaire accélérée permettant d'apporter une petite bouffée d'oxygène, mais c'est encore en deçà de ce qui doit être mené pour assurer cette qualité de prestation. Donc, il y a évidemment, à un moment donné, une volonté des politiques publiques utiles, nécessaires et indispensables si on veut répondre à nos enjeux de qualité, à nos enjeux de dignité, je dirais aussi, et pour répondre à nos enjeux éthiques derrière. Voilà, là, à ce jour, le secteur est pris dans des injonctions paradoxales permanentes. Ça, c'est l'échelon, on va dire, qui relève des politiques publiques, sur lequel on a un rôle, nous, de plaidoyer, d'influence, mais nous ne sommes pas les décisionnaires en tant qu'opérateurs. En tant qu'opérateur, on a aussi une capacité d'action pour pouvoir créer ces conditions. Lors de la mission El Khomri, on a été assez effaré des chiffres qu'on pouvait mesurer dans les enjeux QVT, notamment le taux de sinistralité dans notre secteur d'activité qui était à 104 pour 1000, contrairement à 34 pour 1000 dans le salarié classique ou 64 pour 1000 dans le bâtiment. Et finalement, on s'est rendu compte avec les multiples auditions que ces chiffres n'étaient pas connus ou méconnus. Or, comment effectivement placer au cœur d'une politique managériale et organisationnelle les enjeux de la qualité de vie au travail s'il n'y a pas d'indicateur de pilotage? Donc, il y a vraiment un enjeu des opérateurs de mettre cette QVT non pas dans une démarche superficielle, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais aller jusqu'au bout des démarches avec des indicateurs de suivi qui sont dans des tableaux de bord pilotés, suivis, avec des plans d'action précis, etc. Ça, je pense que c'est un des premiers éléments de base que tout opérateur devrait mener. Et bien sûr, mesurer l'impact des actions derrière. Il y a un enjeu effectivement de capacité d'innovation pour aussi renforcer la qualité des conditions de bien-être de nos collaborateurs au bénéfice de l'attractivité derrière les EHPAD. Donc l'innovation, qu'elle soit technologique, évidemment, qui va jouer aussi dans l'attractivité, la qualité des prestations, voire même permettant de mieux personnaliser les prestations. On a un projet en cours à la Croix-Rouge qui s'appelle Ocapi sur comment l'intelligence artificielle va optimiser la planification au regard des projets personnalisés, par exemple. Ça redonne du sens aux collaborateurs et ça donne du sens à la personnalisation des organisations, qui est parfois lourde à personnaliser. Et puis, il y a l'innovation managériale, organisationnelle. Évidemment, comme on l'a dit en préambule, l'écoute, la personnalisation, l'individualisation de l'accompagnement et des soins ne peut se faire qu'à un moment donné si on reconnaît l'autonomie de nos collaborateurs dans l'action managériale, dans notre action managériale. Or, cette autonomie, dans un système très taylorisé depuis de nombreuses années, cette autonomie se perd.
Et ça avait d'ailleurs été grandement soulevé dans le rapport El Khomri sur les transformations du type Buzzard ou autres, enfin, voilà, qui permettent de reconnaître le pouvoir d'agir, l'empowerment de nos collaborateurs pour qu'ils puissent se reconnaître comme des acteurs agissants et non pas subissants, des acteurs de réflexion et non pas que d'application de protocoles, et leur permettre un certain nombre d'initiatives dans un cadre donné. Et ces éléments-là sont des éléments que les opérateurs sont en capacité de mener malgré l'ISO-ressources actuelles. Voilà, donc je pense qu'il y a cet élément-là. Et puis après, il y a un autre point qui me semble essentiel, qui est évidemment la formation, et puis la formation initiale, évidemment, comme la formation continue, mais surtout la formation initiale, de pouvoir effectivement réinjecter finalement la dimension sciences humaines dans cette formation initiale qui est historiquement très sanitarisée, très technique. Et ce côté sciences humaines, j'entends l'anthropologie, la sociologie, l'éthique, tous ces éléments-là qui finalement sont au cœur de l'action au même titre qu'un acte technique. C'est du 50-50. Ce qui recherche effectivement les personnes âgées, les aidants, bien sûr, c'est de pouvoir avoir un bon acte de soin, une bonne injection à un comprimé qui est bien dans le circuit du médicament ou un acte de nursing adapté. Mais c'est aussi tout le temps qui est autour, cette relation à l'autre. Et cette relation à l'autre, elle n'est pas forcément innée pour tous et pour toutes dans nos pratiques professionnelles maîtrisées. Et elle doit effectivement trouver sa place dans la formation initiale dans une proportion bien plus importante qu'elle ne l'est à ce jour. Tous ces éléments dans les différentes strates que j'ai précisées vont œuvrer effectivement à un changement de regard sur les EHPAD, un changement de regard sur les EHPAD pour renforcer leur attractivité. Bien sûr, et là on élargirait le propos, mais cela aussi avec d'autres actions qui relèveront de la transformation du modèle de l'EHPAD évidemment. Mais là on est au-delà des ressources humaines. Super, merci beaucoup Johan Girard. Je rappelle que tu es délégué national personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Nous sommes de retour avec Joachim Tavares, qui est le président de Papi Happy. Même question, Joachim, qu'as-tu retenu d'important de ce qu'a dit Johan Girard? Ce que j'ai trouvé important, c'est de dire que l'attractivité d'un établissement passe par l'attractivité du personnel. Oui, ça c'est très Et à l'heure actuelle, c'est un vaste sujet. Parce qu'on se rend compte que partout, dans beaucoup de secteurs d'activité, on a du mal à recruter. On l'a aussi dans les EHPAD. Et la première complexité du directeur, en fait, c'est de trouver des gens qui vont s'occuper des résidents. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a un manque de personnel. Et après, il faut les faire venir chez toi. Et Johan l'explique bien que la qualité de prise en charge, l'écoute pour le résident ne se fait que s'il y a des salariés. Et pour ces salariés, il faut les faire venir. Donc l'attractivité de l'établissement rentre en considération parce que plus belle est l'image de la résidence, plus facilement tu peux faire venir des gens chez toi. Mais ce qui est valable pour tout le monde en fait. Et ça, c'est un travail qui doit se faire parce que pour garder la stabilité des effectifs, pour avoir des effectifs complets, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des taux d'encadrement, des ratios de personnel qui sont faibles, mais si déjà on arrivait à avoir du personnel suffisant et qui viennent combler les ETP de façon régulière dans une année, je pense que les établissements auraient moins de soucis de prise en charge. Et donc ça, oui, il y a un réel sujet, mais je pense que tout le monde se l'est emparé, que ce soit les pouvoirs publics qui traînent un peu, mais surtout les établissements qui le font en allant solliciter des écoles, en créant des formations, permettant aux gens de venir travailler chez eux. Et c'est vrai que ce n'est pas une tâche facile. Ce que j'ai trouvé bien avec Johan, c'est qu'en fait, effectivement, il parle de l'attractivité des EHPAD pour attirer du personnel et puis fidéliser le personnel. Et là, on rejoint avec toutes les autres technologies, les autres solutions qui peuvent fidéliser, mais pas que les technologies, mais qui peuvent fidéliser. Mais aussi, il fait le lien avec le fait que l'EHPAD soit attractif pour le personnel, ça rend l'EHPAD également attractif pour les résidents et les familles. Et je pense qu'on l'a vu avec l'EHPAD bashing qui a pu y avoir eu lieu il y a quelques années de cela. Quand on entend à la télé comment on prend en soin les gens, comment on s'occupe d'eux, et quand tu es jeune diplômé ou salarié et que tu ne connais pas ce secteur d'activité, ça ne donne pas envie de venir travailler là. De là, c'est vraiment, je pense que c'est aussi une réflexion que tout le monde doit avoir.
Ils ne viennent pas chez nous pourquoi? Est-ce que c'est un problème de salaire? Est-ce que c'est un problème de métier? Et quand tu es âgé, parce qu'il y a tout le côté humain qui est comme primordial, ce sont eux qui sont là tous les jours pour eux. C'est un métier qui est fantastique. Tu apportes du soutien, tu deviens une deuxième famille pour tous nos seniors qui sont en établissement. C'est un métier qui est super beau, je trouve, mais qui n'est pas mis en avant parce qu'on est souvent dans ces contraintes d'établissement. On va râler sur le fait qu'il manque du monde, on va râler sur le fait que les établissements du monde, c'est compliqué pour eux, mais on ne parle jamais de qu'est-ce qu'ils font dans les établissements. L'échange qu'il y a avec le résident, l'échange qu'il y a avec les familles, le travail d'équipe. Quand tu vas dans des établissements, tu vois les équipes, elles sont hyper soudées, elles sont contentes de ce qu'elles font parce qu'elles rendent des gens heureux. Et juste que ça, c'est super. Mais ça, on ne le dit jamais. Et encore une fois, cette attractivité pour les salariés va aussi donner envie aux résidents, aux familles de se rendre compte que l'équipe est contente, que l'équipe est complète. Si c'est le cas, ça veut dire que l'ambiance est bonne, mais ça, dans n'importe quel secteur d'activité. Tu prends l'industrie, du bâtiment, si les salariés sont là depuis longtemps et qu'ils s'entendent bien, ça veut dire que l'établissement, l'entreprise tourne bien. Et c'est exactement la même chose pour une résidence. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et ça, effectivement, Yoann parle de la qualité du travail, effectivement, de l'innovation qui vient aider cela. Mais il faut qu'il y ait une impulsion humaine, et quand l'impulsion humaine est là et que ça tourne, il ne faut pas hésiter à le dire, hein, parce que Dieu sait qu'on dit quand l'établissement ne va pas, qu'on le voit à la télé, ils vont râler parce qu'ils ont du monde, parce qu'il n'y a pas assez de gens, mais quand l'établissement tourne bien, que l'effectif est là, on n'en parle pas. Et c'est aussi une des raisons de Tapi Happy, c'est vraiment de montrer ça, de montrer que derrière un établissement, derrière une résidence, il y a des êtres humains résidents, c'est une certitude, mais il y a aussi des salariés. Et ce sont ces salariés qui vont quotidiennement s'occuper de nos aînés. Et ce sont eux le socle de la pyramide. Et ce sont eux qui font tourner l'établissement. Et si on ne prend pas soin d'eux et si on ne leur donne pas envie de venir, effectivement, la pyramide, elle va se casser. Et l'intérêt de tout ça, effectivement, c'est de donner envie aux gens de venir. Alors justement, nous allons découvrir avec Tapi Happy les solutions que Tapi Happy peut nous proposer pour augmenter l'attractivité de nos EHPAD. Juste avant, le dernier, quatrième témoignage. Alors ça, c'est un témoignage, moi, qui m'a, j'allais dire beaucoup marqué, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas qui m'a bien marqué. C'est le témoignage qui concerne l'approche éthique et la communication de Yann Reboulot, qui est une approche très spéciale, en tout cas qui peut être qui est très percutante. Il est le président de Philogéris. Écoutez bien cet échange. C'est une approche singulière et intéressante et on se retrouve avec Joachim juste après. Nous allons parler d'une approche originale avec le mot éthique, identité, citoyenneté et attractivité des EHPAD avec Yann Reboulot qui est le président de Philogéris. Bonjour. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter et présenter Philogéris avant d'aborder votre démarche. Oui, très brièvement. Donc, Philogéris, on est un petit opérateur du secteur d'activité de l'hébergement, ou peut-être devrait-on dire aujourd'hui habitat des personnes âgées. On gère une vingtaine d'établissements sur l'ensemble du territoire français qui sont principalement des EHPAD et également des résidences autonomes. Vous avez développé une démarche qui, pour moi, en préparant un peu, me paraît très originale. Est-ce que vous pouvez expliquer la genèse et puis de quoi il s'agit? Alors, la genèse du projet d'entreprise Philogéris, elle est résumée presque dans le nom Philogéris, puisque pour ceux de vos auditeurs ou téléspectateurs qui connaissent un peu les origines grecques de notre langue, on retrouve le mot philo ou philia qui existe dans philosophie, philologie, et puis Géris qui fait référence à Géras, la divinité grecque du grand âge, si je puis dire, ou de la vieillesse. L'idée pour nous, et c'est en phase avec notre statut d'opérateur privé commercial, c'est que la personne âgée, le sujet âgé, doit être regardé non pas comme un sujet exclusivement objet de soins ou d'aide à la perte d'autonomie, mais un sujet consommateur. Et je n'ai pas d'état d'âme à employer ce terme
consommateurs âgés. D'abord parce que ça correspond à une réalité socio-économique. La très grande majorité de nos résidents, quel que soit le statut de l'établissement, sont des résidents qui payent leurs factures de frais d'hébergement chaque mois. Et il n'y a pas de raison, c'est sans doute probablement leur principal achat ou leur principal acte de communication, de consommation du grand âge ou du très grand âge. Il n'y a pas de raison de les considérer dans ce statut de consommateur différemment de la façon dont ils se sont comportés toute leur vie. Et une personne que nous accueillons dans nos établissements, c'est une personne qui a une histoire de vie, qui a été enfant, qui a été étudiant, jeune adulte, amoureux, qui a connu une vie sentimentale, qui a eu des enfants, qui a exercé une profession, qui a connu des événements dans sa vie, y compris des événements à retentissement national ou planétaire. Rien de tout ça n'est effacé avec l'arrivée du grand âge. Rien de tout ça n'est effacé lorsque la personne devient dépendante ou en grande perte d'autonomie. Il y a une référence qui est purement sociologique. Les seniors les seniors enchantés, entre guillemets, que l'on décrit aujourd'hui, ce sont des gens, c'est une génération qui est sans doute beaucoup plus consumériste que les générations précédentes, qui a adopté des comportements de consommation jusqu'au grand âge. On a parlé de l'âge d'or, de ces retraités qui consomment du voyage, des loisirs, beaucoup plus que les générations précédentes. Donc, on s'adresse à des consommateurs et il n'y a pas de raison de ne pas les considérer comme consommateurs jusqu'à leur dernier acte de consommation qui est un séjour en établissement d'hébergement. Ensuite, vous parlez beaucoup de l'identité, donc respecter l'identité de la personne, l'histoire de vie, enfin respecter le résident, enfin le consommateur résident en tant que citoyen. Tout à fait. Alors, ce sont des concepts qui ont été développés d'abord par des grands philosophes, depuis Aristote jusqu'à Paul Ricoeur, mais indépendamment de ça, Frédéric, vous avez une identité, j'ai une identité, et cette identité, elle est faite de toute l'histoire de notre vie. Physiquement, on a changé, notre visage n'est plus le même que celui que l'on avait lorsque nous étions enfants ou jeunes. Néanmoins, c'est la même personne qui se prolonge et qui se prolonge jusqu'aux derniers instants. Donc, même une personne qui a totalement perdu la mémoire de sa propre identité reste porteuse en elle de cette identité. Et c'est cette réflexion que l'on essaie de proposer à l'ensemble de nos équipes. C'est-à-dire que dans la présentation du métier, dans la présentation des fiches de poste, des descriptions de fonctions, mais également dans les actions de formation que l'on conduit auprès de nos équipes, on insiste énormément sur ce concept d'identité du sujet âgé et de la personne que l'on a en face de nous. Alors, ça prend des applications très pratiques, mais une personne qui vient s'installer dans un établissement d'hébergement, en règle générale, elle apporte quelques éléments de mobilier, elle a des objets qui lui sont très personnels, elle a des photos d'elle à différents âges de la vie, des photos de ses proches. On incite, nous, nos équipes à faire preuve d'une grande curiosité à l'égard de ces éléments-là. Ça permet d'établir une interaction avec la personne, ça permet de la connaître, de connaître une partie de son histoire de vie, et ça permet de ne pas la résumer dans les interactions qu'on peut avoir avec elle à son simple besoin d'assistance ou son simple besoin d'aide à la vie quotidienne, qui sont malgré tout les principales prestations qu'on va délivrer dans nos établissements. Donc, on a, en règle générale, affaire à des relations qui sont plus apaisées avec la personne. Elle a le sentiment d'être perçue comme un individu avant d'être un objet ou un sujet de soins. Et on a des salariés qui peuvent avoir une concentration je dirais, d'ordre psychologique sur la façon dont elles s'exercent leur métier. Je suis convaincu que ça prévient des comportements qui ne sont pas forcément des comportements maltraitants, mais qui pourraient dériver sur une absence de bientraitance. Je dois mécaniquement, au cours de ma matinée, faire la toilette de 6-7 résidents, et donc ça devient finalement un acte purement mécanique, presque taylorien. Non, si on s'intéresse, si la personne dans la chambre ou dans le logement de laquelle on entre est une personne qu'on a identifiée au travers de son identité, de son parcours de vie, de son historique, de ses originalités, de ses spécificités, le mode de relation qu'on entretient avec la personne est différent. Côté communication, comment est-ce que vous faites pour faire connaître votre démarche auprès des futurs résidents et des futures familles ?
Alors, c'est effectivement pas simple parce que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur une plaquette de papier glacé. Et on a développé une stratégie de communication avec un mot un peu ambitieux ou un anglicisme. Notre site internet ne s'appelle pas philogéris.com, il s'appelle insidephilogeris.com. Et avant même que ce site internet existe, on s'est beaucoup appuyé sur les réseaux sociaux et en particulier sur le plus ancien et le plus connu, en tout cas en intergénérationnel de ces réseaux sociaux, qui est le réseau Facebook. Chacun de nos établissements a une page Facebook et chacun de nos établissements fait vivre sa page Facebook au travers de visuels, de vidéos, de photos, de présentations des activités qui sont réalisées au sein de l'établissement avec une iconographie, avec des photos qui sont des photos de nos résidents, de nos vrais résidents, dans le respect évidemment du droit à l'image. Mais finalement, quand on va sur la page Facebook d'un établissement Philogéris, on est projeté dans la vie de l'établissement dans toute sa simplicité. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir des opérations nécessairement exceptionnelles, mais le centenaire de Madame Dupont, les anniversaires, les repas au restaurant, les sorties aux zoos ou sur d'autres activités sont systématiquement retracés sur ces pages Facebook. Et une fois qu'on a eu travaillé cette présence sur Internet au travers des réseaux sociaux pendant quelques années, on a abouti finalement à un site web qui est un site sur lequel on débouche directement sur un mur de pages Facebook de nos établissements et où finalement on peut dérouler la vie quotidienne dans nos établissements, nos résidents dans leurs moments de plaisir, dans leurs moments d'activité dans l'établissement. Alors évidemment, on ne fait pas des zooms sur la qualité du mobilier, sur la magnifique façade ou les très beaux jardins de l'établissement qui sont présents évidemment, mais on fait des zooms véritablement sur nos résidents. Ce sont eux qui sont essentiels et j'ai la faiblesse de penser en termes de démarche marketing que ça permet à nos résidents potentiels ou à leurs proches de se projeter directement dans ce que va être les moments de vie qu'ils vont vivre au sein de nos établissements. Merci pour votre vision. Merci beaucoup, Yann Reboulot. Je rappelle que vous êtes président de Philogéris. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric. Nous sommes de retour avec Joachim Tavares, qui est toujours le président de Papi Happy. Joachim, qu'as-tu retenu de ce que Yann Reboulot a dit? Il y a beaucoup de choses que Yann a dit qui étaient hyper intéressantes. D'insister sur le côté consommateur des résidents, de dire que ce sont des gens qui viennent consommer des services au sein de la résidence. On a souvent l'habitude d'oublier cela et de dire que ce sont simplement des résidents ou on parle d'habitants, mais c'est vrai qu'avant tout, en fait, ils payent et ils vont consommer un service et ce sont des services qu'ils ont consommés toute leur vie. Et c'est ce que dit très bien Yann, c'est que c'est des gens que toute leur vie ont connu ces consommations dans lesquelles nous vivons, ont apprécié de consommer plein de choses, de faire attention à eux, de prendre soin d'eux. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier et que lorsque les gens rentrent en établissement, on se doit effectivement de continuer à suivre ça, de leur proposer du service et de ne pas oublier que ce sont eux qui payent en fait leur loyer et ce sont eux qui font vivre la résidence financièrement. Donc ça, j'ai trouvé ça pertinent et la vision d'ouverture que propose Philogéris vient un peu comme ce que nous pouvons faire chez Papi Happy, c'est-à-dire de donner cette visibilité, cette ouverture, de montrer ce qui se passe dans les établissements, de dire qu'ils accueillent des gens effectivement qui sont vieux et de montrer ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Et ce quotidien, en fait, peut donner envie ou pas aux gens de venir, mais de ne pas le maquiller, d'être honnête dans ce qu'ils proposent. Je trouvais ça pertinent et réaliste par rapport à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Moi, ce que j'ai trouvé très singulier dans son approche, c'est que le fait de considérer les résidents comme des consommateurs, au final, en les considérant en identité de consommateurs, on augmentait le respect et puis le respect vis-à-vis des résidents. Oui, tout à fait. Mais oui, parce qu'on a omis, je pense, depuis quelques années, que les gens qui rentrent dans ces résidences, c'est les gens qui ont fait le choix de venir. Alors, le choix. Par contre, je ne sais pas si on peut parler de choix, mais en tout cas, ils arrivent, on ne les a pas obligés à venir. Donc, ce sont eux qui signent leur contrat. Ils signent un contrat qui est un contrat juridique de location.
Finalement, c'est comme si toi ou moi, nous louions un appartement, bah, tu signes un bail en fait. Donc, de ce principe-là, effectivement, ils vont payer tous les mois. Donc, quand ils payent tous les mois, face à ce qu'ils vont payer, il faut bien qu'en face, il y ait des services. Et ces services-là, ils vont les consommer. Et c'est vrai que parfois, on va oublier et se dire que on rentre dans cette routine en disant ils sont là parce qu'ils ont besoin de soins, ils sont ici parce qu'on s'occupe d'eux. C'est certain. Mais c'est vrai que cette relation, on nommait le fait de dire que ces gens-là cherchent du service, viennent ici parce qu'ils ont besoin de choses et qu'ils le payent en fait. Ce sont eux qui vont payer les salaires des soignants, le salaire de la femme de ménage, du directeur. Et donc, si tu prends ça par ce prisme-là, tu te rends compte que tu leur dois des choses. Tu leur dois de la qualité de prestation, tu leur dois le respect, ça c'est une certitude, le fait d'être là pour eux, d'être bienveillant pour eux. Et tout de suite, je pense que tu passes à un degré de qualité qui est supérieur. Parce que tu te rends compte qu'effectivement, c'est comme quand tu es serveur, quand tu es restaurateur, hôtelier ou n'importe quoi, bah, tu te dois que tes clients soient satisfaits des prestations. Et si je pense qu'on prend ce prisme-là, encore une fois, auprès des établissements, ça ne peut qu'améliorer la qualité de prise en charge et améliorer l'accueil que l'on peut avoir des résidents. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'effectivement, le fait de les considérer comme des consommateurs avec l'identité de ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont vécu, ça aide aussi les salariés dans leur comportement vis-à-vis de ces personnes en question et pas uniquement les considérer comme des personnes qui ont besoin d'aide. Tout à fait. C'est ce que l'on fait quand quelqu'un rentre en résidence. Il y a le projet de vie dans lequel tu vas écouter ce qu'ils ont fait, tu vas voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est quelque chose de très important, le projet de vie, parce que s'il est bien fait, il permet de bien suivre ton résident, il permet de savoir ce qu'il a fait auparavant, parce que c'est important. Moi, je me souviens quand j'étais directeur, on avait un monsieur qui était boucher. Et quand la viande arrivait chaque midi, bah, il était super content d'échanger avec le cuisinier pour savoir d'où la viande venait, comment il l'avait cuit. Et tous ces petits points-là, bah, c'est des points qui vont au quotidien les sensibiliser. Et surtout, il y a ce côté d'appartenance qui est important, où si tu sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils ont fait auparavant, la discussion est plus facile et ils vont se rendre compte que tu t'intéresses à eux. Et ils vont se rendre compte aussi qu'en fait, tu es là pour eux. Et on revient un peu dans un lien pas familial, mais pas loin, où tu sauras parler avec eux, ils seront contents. Et ce que dit Yann, ce prolongement d'identité tout le long de ta vie, bah, oui, c'est sûr, parce que les goûts que tu as à 20-30 ans, tu vas continuer à les avoir. Bon, tu vas peut-être changer, mais la base sera là. Et cette base-là, il faut la prendre en considération et continuer à respecter les gens et à les connaître. Ça, c'est important, je pense, pour les salariés. On parle des salariés, mais quand tu veux bien t'entendre avec quelqu'un, il faut le connaître. Ça, je pense que c'est le b.a.-ba des relations humaines. Et pour ce faire, bah, il faut effectivement écouter, prendre de l'information sur les gens et de là, les suivre et continuer à faire avec eux ce qu'ils faisaient auparavant de façon un peu différente, mais de les aider, les accompagner et de prendre en considération les êtres humains qu'ils sont et de faire en sorte de ne pas standardiser l'approche que tu peux avoir par rapport aux gens. Nous allons découvrir comment Papy Happy peut nous aider à augmenter l'attractivité de nos EHPAD. Première question que j'avais pour toi, c'est pourquoi est-ce que les EHPAD ne communiquent pas? Enfin, pourquoi ne communiquent pas au niveau qu'ils pourraient? Je pense que ce fut dans la tradition, dans les coutumes du secteur de se dire moins on parle de nous, mieux on se porte. Parce que l'image est tellement sensible du vieillissement, c'est tellement compliqué de parler de la mort, c'est tellement compliqué de parler de la dépendance que depuis un bon nombre d'années, tout le monde s'est dit, moins tu en parles, mieux tu te portes finalement. Parce qu'on n'aime pas parler des choses qui fâchent et on travaille dans le silence, mais on se rend compte que ce silence n'est pas bon parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au sein d'une résidence, vu qu'on parle de rien, et ben, tout de suite on met le point là-dessus. Tout à l'heure on parlait des salariés, de l'image de l'établissement, de l'image des salariés, mais quand tu ne connais pas là où tu vas et dans tous les autres secteurs d'activité, surtout les secteurs où tu traites de l'humain, tu te rends compte qu'il faut ouvrir et c'est des choses qu'effectivement, parce que je pense, il y a encore 15-20 ans, tous dans les établissements étaient des professionnels en fait.
Il n'y avait pas de com, il n'y avait pas de marketing, parce que tu étais dans l'opérationnel. Tu étais là pour t'occuper des gens et tu ne pensais pas à ton image parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de concurrence, parce qu'à l'époque, tous les établissements étaient quasiment tous pleins et que personne n'a vu la nécessité de communiquer là-dessus. Sauf que le temps passant, les choses évoluant et l'arrivée de nos nouveaux papis et mamies qui sont beaucoup plus critiques dans les prestations et qui souhaitent effectivement qu'on s'occupe bien d'eux, plus qu'on ne le faisait auparavant, parce qu'ils veulent plus de services, ils veulent plus consommer de choses, a fait qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte, et ils se rendent compte, parce que tous sont en train de le faire, de communiquer et de montrer et de présenter ce qu'ils font. Parce que jusqu'à présent, il y a encore 10 ans, quelqu'un qui arrivait dans un EHPAD disait je vais rentrer en maison de retraite. Ok, très bien, mais alors, il ne savait pas où il allait, parce qu'il était seul chez lui, parce qu'il avait besoin de. Voilà, il cherchait quelque chose et ça n'allait pas plus loin. Tu faisais 5 km, tu trouvais un EHPAD, parce que c'était l'EHPAD de ton village et tu y allais. Aujourd'hui, il y a la mobilité des enfants, il y a la mobilité qu'ont les gens, parce que les gens déménagent plus souvent qu'auparavant. Tout ça fait que c'est une obligation maintenant, je dirais, de communiquer et de présenter ce qu'on peut faire dans un établissement. Est-ce que tu vois Papy et Pi comme un tiers de confiance? Est-ce qu'il y a besoin d'un tiers de confiance dans ce secteur? Alors moi, j'en suis persuadé qu'il y a nécessité d'un tiers de confiance du fait que rien n'existe. Alors, rien n'existe, j'exagère un peu. Tout à l'heure, on parlait il y a beaucoup d'annuaires qui existent et qui vont présenter les solutions, mais il n'y a rien qui peut exister du type, alors je prends un exemple frappant, mais du type guide Michelin, du type futé, qui sont là depuis très longtemps. Alors, je ne parle pas de TripAdvisor ou Booking, parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais la restauration, un guide Michelin, aujourd'hui, c'est une évidence. Le petit futé, c'est une évidence. Les gens vont souvent choisir un restaurant quand ils hésitent, parce qu'il y a ça. Et moi, je suis convaincu qu'il y a nécessité de notre secteur d'activité, et c'est pour ça que j'ai créé Papy Happy. C'est pour ça qu'on joue beaucoup sur notre façon de travailler, qu'on travaille beaucoup sur notre façon de communiquer, sur l'éthique qu'on peut avoir, la bienveillance qu'on peut avoir auprès de nos clients, personnes âgées ou familles, parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui soit capable simplement d'aiguiller et de guider les gens dans leur choix, et ensuite, dans la typologie de logement, d'être capable de les critiquer. Et on en revient tout à l'heure à la critique. Je pense que la critique ne peut être que positive, même si parfois elle peut faire mal, parce que ça ne peut permettre qu'aux établissements et à ce secteur d'activité de continuer ce travail de montée en gamme et de permettre aux gens de savoir ce qui peut exister là où ils sont. Et pour moi, oui, il y a besoin d'un tiers de confiance qui soit là, et qui puisse permettre aux gens de savoir, au sein d'une ville, que tu sois à Grenoble, Paris, Marseille, Bordeaux ou à Auxerre, de te dire, dans cette ville, il y a des résidences qui sont bien, d'autres moins bien, et par rapport à ça, ça va m'aiguiller dans mon choix. Et pour moi, je pense que c'est une évidence à aujourd'hui, parce que dans tous les secteurs d'activité, ce sont des choses qui existent, et pas dans le nôtre. Et c'est notre vocation, et c'est ce qui me motive chaque matin, et notre équipe tous les jours, de se dire qu'on doit travailler là-dessus, et on doit s'imposer comme un acteur national en tant que tiers de confiance, pour permettre à tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est les clients, les consommateurs, les résidents, les salariés, à se retrouver dans ce marché du logement senior qui est en pleine explosion et qui permettra aussi aux gens à mieux se situer par rapport à d'autres. Quand tu dis confiance, pour moi, quand on me dit confiance, ça veut dire objectivité. Ça veut dire qu'en fait, que sur un site comme le tien, les commentaires doivent être objectifs, doivent être des vrais commentaires, les descriptions doivent être justes. Comment est-ce que tu valides les commentaires? Comment est-ce que tu fais pour que les commentaires soient objectifs pour que moi j'ai confiance en tant que famille? Alors, c'est une certitude, effectivement. Si de base, ton travail n'est pas fait correctement, si tu ne vas pas dans cette objectivité, dans ce professionnalisme et l'indépendance, tu ne peux pas refléter une image qui soit belle. Donc, nous, on a pris parti dès le début de Papy Happy de travailler avec des organismes de certification. On a débuté avec Bureau Veritas. Au début, on avait fait un cahier des charges avec un audit comme peut faire Bureau Veritas, où chaque année, effectivement, on se faisait labelliser. Depuis un peu plus d'1 an, on travaille avec la PAV, avec la HS2,
toujours dans ce même principe de prise en charge de la personne âgée, de la prise en charge de l'information qu'on peut délivrer. Et pour ce faire, chez nous, on s'engage à des choses. Typiquement sur les avis, la modération est humaine. Donc chaque avis, il y a quelqu'un chez nous qui est modérateur, qui va lire les avis, qui va vérifier que l'adresse mail est bonne, qui va regarder et lire. Et effectivement, l'objectivité est très, très important dans le bon comme dans le mauvais. L'exemple souvent du salarié mécontent qui va déposer un avis, s'il est bien écrit, il pourra passer sur un Google My Business ou sur un Facebook, il n'y a pas de souci. Nous, l'idée, c'est lorsqu'il y a ça, qu'on soit alerté. Donc, chaque semaine, il y a une réunion d'équipe où sur des avis un peu compliqués, on va essayer de comprendre d'où vient l'avis. Donc, ça prend du temps, mais je trouve que c'est primordial de faire cela. Comme le descriptif, donc c'est pour ça aussi que Papy Happy, dès le début, a des visites en client mystère, ce qui nous permet, et donc c'est Papy Happy à un instant T qui va visiter un établissement, et c'est Papy Happy qui va donner son propre avis. Et l'idée, c'est que l'avis ne soit pas lissé, l'idée, c'est que l'avis soit vrai, et c'est ce ressenti que nous pouvons avoir quand on rentre au sein d'une résidence. Et donc, on essaie de mixer l'opérationnel, le terrain, la rigueur au sein de nos équipes, et le travail fait en fonction de règles, parce que quand on crée une boîte de rien, on a besoin d'avoir un cadre et des règles. Et c'est pour ça que des organismes type LAPAV peuvent nous apporter effectivement cette expertise qu'ils ont là-dessus. Et à partir de là, c'est de délivrer encore une fois une information qui se veut la plus réelle possible, la plus objective, et surtout de se dire que cette information-là, si quelqu'un la lit, est-ce qu'il y a un réel intérêt? Et c'est à chaque fois qu'on valide un avis, on prend ce principe-là de se dire, est-ce que l'avis va servir à quelqu'un? Et si c'est le cas, s'il est bien écrit et qu'il ne va pas démolir une personne, parce que ça peut arriver, l'idée, c'est d'éditer l'avis, de l'afficher et de permettre aux gens de se faire son propre opinion en fonction des avis et de donner envie ou pas aux gens d'aller visiter cette résidence. Si je dirige un EHPAD, par défaut, ma fiche, elle est sur Papy Happy. Si on ne s'est pas trompé, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la première tâche que je dois faire, c'est aller regarder ma fiche sur Papy Happy. Tout à fait. Non, notre référencement de base est totalement gratuit et l'idée, effectivement, c'est de permettre aux gens de savoir ce qui peut exister autour de chez eux. Donc, on essaye quotidiennement, on a une veille de mettre ce qui peut sortir de terre, ce qui peut exister, ce qui peut changer de nom, ce qui peut déménager, ce qui peut changer de numéro de téléphone et de faire ces modifications-là et permettre aux résidences d'être sur le site. Et ce qui permet surtout, la finalité de tout ça, c'est que la personne qui va chercher une solution de logement puisse la trouver chez nous. D'accord. Donc, chez ces fiches en question, en plus, qu'est-ce que Papy Happy peut m'apporter pour augmenter ma communication, mon attractivité, etc. Alors, l'idée de Papy Happy, et c'est le fondement de Papy Happy, lorsque j'ai réfléchi à créer Papy Happy, je me suis mis à ma place de l'époque en tant que directeur et je me suis dit, qu'est-ce qui me fait défaut aujourd'hui pour me montrer ce que je peux faire? Et de ce principe-là, Papy Happy, ça a découlé en fait notre réflexion, ce process-là, de se dire tout simplement, c'est quoi? C'est très simple. C'est de permettre aux gens d'expliquer ce qu'ils font au sein de leur résidence. C'est de pouvoir déposer tous les services qu'ils peuvent proposer à leurs résidents, de montrer ce qui se passe avec des photos, la possibilité de mettre les photos que tu veux, de mettre de la vidéo. On propose de faire des shootings photos pour avoir des vraies photos et de belles photos, parce que c'est important. Des fois, on nommait que, et l'immobilier l'a totalement compris, c'est qu'il faut prendre du temps pour faire de jolies photos, parce que l'idée, c'est de montrer ce qui est l'établissement, et si possible, de le montrer dans le côté le plus positif qu'il soit. Et donc, l'idée qu'on a chez nous et que l'on propose aux professionnels, c'est de quand tu prends l'abonnement chez nous, ça te permet de compléter ta fiche, de la faire vivre et d'avoir une interaction avec les internautes. En aucun cas, l'abonnement ne va te faire augmenter de position par rapport à ton classement. En aucun cas, tu sortiras en premier. Ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est que tu fasses vivre ta fiche, que tu fasses vivre ton établissement par l'intermédiaire de Papy Happy, en fonction de, encore une fois, de la vie au quotidien, des photos que tu peux prendre. On peut mettre effectivement les événements qu'il y aura en termes de portes ouvertes, de manifestations, de repas des familles, de pouvoir effectivement créer du lien entre ta fiche et ton site. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une vitrine qui permet de
d'exprimer, je dirais, ta fierté quand tu es directeur ou quand tu es gérant d'un groupe, de tes établissements et d'y montrer ce qui se passe réellement. Réellement, l'exemple des photos, parfois tu as des photos qui ont 10-15 ans, c'est pas possible en fait. Parce que des fois c'est positif parce que l'établissement vient de sortir de terre, donc tu es content de mettre cela, mais parfois tu as eu des rénovations et ces rénovations ne sont pas vues. Donc voilà, on s'attache à ça, on s'attache à échanger avec les gens qui vont compléter leurs fiches et d'avoir ce suivi, cette veille en se disant faites attention parce que ça permet aux gens de regarder ce qui se passe. Et tout ça dans le côté transparence et honnêteté, bien évidemment, pour le public qui va aller sur les fiches. Donc c'est-à-dire que si je veux prendre un abonnement chez toi pour améliorer ma fiche, pour faire vivre ma fiche, au début, j'imagine que tu vas m'aider, tu vas me donner des conseils sur comment faire. Parce que, par exemple, dans le témoignage de Yann Reboulot, lui, quand on va sur son site, il explique qu'il a un site un peu particulier. Ce n'est pas un site où il explique où on voit des bâtiments, c'est qu'on voit, en fait, on clique, on arrive directement sur Facebook, il me semble, où on voit la vraie vie des résidents. Donc ça, tu vas m'aider à construire cette fiche? Oui, bien évidemment. Alors déjà, on a quelqu'un chez nous qui ne fait que ça, donc qui échange avec les gens, qui va les voir si besoin. Et ensuite, on a un guide et on a fait en sorte d'avoir un dashboard pour nos clients qui soit très simple. Parce que je sais qu'un directeur est beaucoup pris, ce n'est pas son job de faire cela. Et on a fait quelque chose de très simple, très intuitif, qui est simple à compléter. Et bien évidemment, dans le cas où ils n'arrivent pas à le faire, on a un support qui est présent, qui est un support humain. On échange avec eux et parfois, il nous arrive de compléter la fiche pour un établissement parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il ne sait pas faire, ou de vérifier comment ça a été fait, de leur donner des conseils pour leur permettre encore une fois de montrer ce qu'ils peuvent faire au sein de leur résidence. Donc, ce n'est pas un travail seul en fait. L'idée, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on soit un réel partenaire. Nous, on ne parle pas de nos clients, on est partenaire des gens qui collaborent avec nous parce que l'idée, encore une fois, c'est de montrer ce qu'ils font et de les accompagner dans cette démarche. Oui, puis j'imagine que tu vas m'aider à trouver mes propres spécificités pour que ma fiche soit un peu différente des autres fiches. Oui, et parfois, tu vois, quand tu as la tête dans le guidon, dans ta résidence, tu peux faire… là, on a eu le cas il n'y a pas longtemps où ils proposaient des massages. En fait, il y avait un jour par semaine, pardon, quelqu'un qui venait faire du massage, mais un vrai professionnel qui venait masser les résidents. Je trouve ça génial, tu vois. Mais pour le directeur, c'était logique en soi. Et donc, je lui dis, mais non, c'est pas logique. Dites-le en fait ce que vous pouvez faire. Tu as plein de résidences, tu as plein d'équipes qui ont plein d'initiatives qui sont super chouettes, qui partent en vacances avec leurs résidents, d'autres qui ont des cuisines et les résidents vont cuisiner ensemble. Et ces choses-là, on essaie toujours d'échanger avec eux, de bien comprendre ce qu'ils font pour mettre en avant des spécificités qui sont belles à découvrir, qui peuvent en plus donner envie aux gens de venir et de mettre en avant leur résidence parce qu'ils se cassent la tête, parce qu'ils passent du temps, ils dépensent de l'énergie à des choses pour leurs seniors et pour leurs résidents. Donc ça, oui, on les accompagne, on les aide parce que c'est important pour tout le monde de savoir ce qu'ils font. Si je suis dirigeant d'EHPAD toujours, et puis depuis longue date, je serais peut-être tenté de dire, mais attention, mais moi, mes familles n'utilisent pas Internet, ne vont pas sur les moteurs de recherche pour chercher une place d'EHPAD. Est-ce à dire qu'en fait, les comportements pour trouver un EHPAD ou pour trouver un logement senior, parce que tu ne fais pas que les EHPAD, mais pour trouver un logement senior, est-ce que ces comportements-là, notamment chez les familles, ont changé ces dernières années? Oui, elles l'ont changé. On a amené une étude il y a un peu plus de 2 ans avec le PGI, qui est notre gérontopole en Bourgogne-Franche-Comté, et on s'était rendu compte que 66% des familles, quand elles se posent la question du logement senior, vont sur Internet. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, tu vas acheter n'importe quoi, tu vas sur Internet, tu vas regarder ce qui peut exister, les prix, ainsi de suite. Et ils font exactement la même chose pour les EHPAD, en fait, ou pour les résidences seniors, ou pour n'importe quel logement. D'où l'intérêt pour les résidences de figurer sur Internet et de montrer encore une fois le travail qu'elles font au quotidien. Donc oui, ça a changé l'image de la personne qui va prendre les pages jaunes ou qui va prendre sa voiture et qui va faire les 3 étapes du coin. C'est fini ça.
dès que tu te poses la question de te dire, bah, tiens, je partirais bien ou je changerais de domicile, et ben, la première chose que vont faire les gens, c'est qu'ils vont regarder ce qui existe sur Internet, regarder les avis, regarder ce qui peut se dire dessus. Et après, ceux-là, ils vont peut-être après avancer dans le cheminement et aller visiter ou pas les résidences qui sont soit autour de chez eux ou près de leurs enfants. Donc oui, on a vraiment la réflexion et le comportement du consommateur, comme dirait Yann Boulot, a évolué depuis les dernières années. Ça veut dire, parce que moi j'imaginais, bon, moi j'habite, enfin mes parents habitent, moi j'habite aussi en Savoie, où il y a un EHPAD dans les villes en question, puis dans la ville à 13 km ou 14 km, il y a deux autres EHPAD. Est-ce à dire qu'en fait, j'imagine qu'avant on allait automatiquement dans l'EHPAD de la ville d'origine, est-ce à dire que ça également, ça a changé et on est capable d'aller un peu plus loin si l'EHPAD est meilleur, et donc on aurait trouvé l'EHPAD par Internet, l'EHPAD un peu plus loin? Oui, tout à fait. Déjà, il y a une variable dont on n'a pas trop abordé jusqu'à présent, c'est aussi le tarif. Et parfois, Oui, à 15-20 km de chez toi, les tarifs ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est une variable qui devient de plus en plus prépondérante dans le choix des gens. Et oui, aujourd'hui, tu te dis faire 15, 20, 30 km à part à Paris, en province, tu les fais sans aucun souci. Et parce qu'on prend en considération la personne, chose que nous ne faisons pas auparavant, on prend en considération les envies des gens, mais aussi leurs besoins, ça a toujours été, mais les envies des gens. Et parfois, oui, il vaut mieux faire 20-30 km et trouver un établissement qui va accueillir ton proche parce qu'il y aura un parc et que ton papa, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère adorent se balader. Donc oui, à l'heure actuelle, les gens encore une fois, prennent le temps et sont capables de bouger. Et parfois, tu peux quitter là où tu habites parce que tu veux te rapprocher de ta famille. Et ça ne pose pas de souci aujourd'hui, donc tu peux le faire. C'est pour ça que l'idée de se dire je vais aller dans l'EHPAD dans l'EHPAD de ma ville, ça existe toujours, bien évidemment, mais tu regardes ce qui peut se passer à côté. Tu regardes parce que quand tu habites en province, il y a plein de choses qui sortent de terre parce que les tarifs d'un département à un autre ne sont pas les mêmes et que parfois tu es à 5 km de l'autre département. Donc il y a tout ça à regarder. Pour ce faire, il faut avoir la bonne information et savoir effectivement ce qui peut exister. Et on en revient toujours à l'attractivité, il y a l'image des établissements et à l'information qu'ils doivent donner aux gens pour que les gens sachent ce qui peut exister et qu'ensuite ils prennent la décision. Question qu'on n'avait pas forcément préparée. Imagine si actuellement tu redevenais dirigeant d'EHPAD et que tu devais développer de la communication de ton EHPAD, quels sont les trois premiers éléments les plus importants que tu développerais pour avoir une bonne communication? Alors, la première chose, ce serait de donner la parole à mes résidents. Et quand je dis donner la parole aux résidents, ce n'est pas le conseil de la vie sociale, qui est très bien, mais c'est de montrer et de donner la parole aux gens par rapport à l'extérieur et d'expliquer ce que je fais au quotidien, si j'y suis bien, si mes équipes sont là. Il y a souvent, on peut souvent en établissement déposer ces critiques négatives, ces plaintes ou les mécontentements que tu peux avoir, mais de dire aux gens, vous êtes bien, pourquoi, comment ça se passe, pour moi, c'est la première chose. Il y a ça. La deuxième chose, je pense, c'est de donner la parole aussi aux salariés de ton établissement, de montrer qu'ils sont contents de travailler là où ils sont, parce qu'ils ont le choix. Un salarié aujourd'hui a le choix d'être à niveau quasiment. Parce qu'il y a et donc, quand tu as tes équipes qui sont là, quand tu as tes équipes qui sont contentes, il faut le dire en fait. Et ça, pour moi, c'est primordial en fait. Et enfin, je prendrai un abonnement chez Papy Happy. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est effectivement, si on est des dirigeants d'un EHPAD, on a intérêt à aller vers. Moi, j'aurais naturellement intérêt à faire en sorte de choisir un moteur de recherche, un comparateur comme Papy Happy, et de mettre mon budget dessus parce que c'est le plus important sur le secteur d'activité plutôt que de m'éparpiller sur les tout petits qui existent. Ouais, non, mais c'est mon avis perso. Hein. Dernière question, comment est-ce que tu vois Papy Happy dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois comme le guide du logement senior en Europe. Alors, c'est en fait aller au-delà de l'EHPAD, c'est en fait faire tous les types de logements qui apparaissent et qui seront complémentaires aux concurrents EHPAD. Tout à fait. Et Papy habite en Espagne depuis 2 ans et ce n'est que le début. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement rayonner autour de la France et dans nos pays frontaliers.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'intérêt, je trouve, déjà en termes de veille et de ce qui peut se passer un peu partout en Europe pour les établissements, parce que tu apprends beaucoup de tes voisins. De deux, il y a une population qui est immigrée. Il y a des gens dans les années 70, et moi j'en fais partie, qui sont partis pour travailler des Portugais, des Espagnols, des Italiens, qui sont partis travailler en France. D'autres sont partis vivre en Allemagne, au Luxembourg ou en Suisse. Et tous ces gens-là, quand ils vieillissent, la question se pose où je vais finir mes vieux jours, comment je vais faire. Et à l'heure actuelle, tu n'as personne qui est capable de t'expliquer je prends un exemple, quand tu es portugais, que tu vis en France et que tu veux partir vivre au Portugal ou en Espagne, quand tu es espagnol, comment tu fais quand tu trouves ton logement? Donc, il y a toutes ces questions, effectivement, de flux migratoires. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais dans les années 70, ça a été le cas aussi. Et donc, ça, c'est une grande volonté de notre part de pouvoir effectivement être partout sur ces questions-là et vraiment de mailler le territoire et d'être capable d'aiguiller les gens n'importe où en France, d'avoir la bonne information et que ça leur permette de gagner du temps et que ça permette aussi aux résidences et aux propriétaires de logements adaptés pour nos aînés de donner la bonne information. Et je pense que c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Et d'avoir un outil qui se veut moderne, proche des gens, et toujours en gardant notre éthique. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire que le fait de grossir ne doit pas nous faire perdre nos valeurs. Et si on garde nos valeurs-là, ça ne peut être que bon pour tout le monde, en fait. D'où l'intérêt du fait que tu t'es développé en Espagne. Oui, tout à fait. Ouais. Pas cette logique de logique. Enfin, on arrive à la fin de cette émission. Une conclusion à l'émission. Tout d'abord, merci beaucoup, Frédéric. Et ensuite, la conclusion, c'est que on se rend compte par rapport aux gens qui ont pu s'adresser à nous avec les 4 reportages, on se rend compte que l'attractivité d'un EHPAD passe par plusieurs éléments, que ce soit la restauration, le personnel, l'image que tu donnes, les technos que tu peux mettre en place. Mais ça, une famille, quand elle cherche un établissement ou un résident, ils ne le savent pas en fait, tout ça. Ils ne connaissent pas tout le travail qui est fait en amont. Et voilà, encore une fois, nous, on est là pour les aider, pour les accompagner et de montrer ce qui peut se faire. Donc voilà, si des gens souhaitent ensuite rééchanger avec nous, ils connaissent Papy-Happy, donc c'est papyappy.fr. Je serais ravi, moi, nos équipes, d'échanger avec eux pour leur montrer ce que nous pouvons mettre en place pour eux et pour les autres. Super, merci Joachim, merci à ceux qui ont regardé, celles et ceux qui ont regardé l'émission jusqu'au bout. Merci beaucoup, vous trouverez bien sûr les liens. Donc c'est papyappy.fr et sinon vous trouvez les coordonnées de Papy-Happy sous la vidéo ou à la fin de la vidéo. Merci Joachim. Merci, à bientôt.